pour nous parler de la situation du Maroc, un moment très très critique de l'histoire politique, de l'histoire tout court du Maroc. Donc Aboubakar Jam'i est journaliste, comme vous le savez. La moindre des choses que l'on puisse dire, à part le fait qu'il ait plusieurs fois eu des prix internationaux, notamment en 2003 de liberté de presse, dernièrement en 2010 aussi. Et son parcours est très très intéressant. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais donner la parole à M. El Jam'i pour nous dire ce qu'il pense être indispensable de clarifier en cette période critique de l'histoire du Maroc. Merci. Quand j'ai discuté avec Setarek sur le choix du sujet, on est à la suite en fait d'une longue discussion préalable, on est arrivé à la conclusion qu'il y a un aspect de l'évolution politique au Maroc qui n'est peut-être pas assez analysé, mais qui a fait irruption dans le débat de façon pas nécessairement très analytique, mais de façon très visible, et qui est l'aspect de gouvernance économique et d'économie politique, c'est-à-dire la relation entre l'évolution économique du pays et les institutions politiques du pays. Et il a fait irruption grâce aux pancartes et aux slogans du mouvement du 20 février. Vous avez peut-être en tête cette banderole qui représente une pieuvre avec au milieu Majidi, et donc Ona, Esseni, etc. Et je lui dis qu'il a fait irruption. À la limite, c'est une autocritique, puisque c'est reconnaître en tant que journaliste et directeur du journal hebdomadaire et de Sahifa al-Ousbouaya à une certaine époque, que nous n'avons pas finalement réussi à faire notre travail comme on devait le faire, puisque c'était peut-être, si on me pose la question quel a été le signe distinctif d'un point de vue éditorial de l'aventure du journal hebdomadaire, et dans peut-être une moindre mesure Sahifa al-Ousbouaya, c'était que nous faisions beaucoup d'économie politique, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté constante d'expliquer l'économique par le politique et vice-versa. Ce que nous trouvions n'était pas assez fait par la presse dite économique, pour des raisons sur lesquelles je pourrais m'étendre plus tard, mais qui ont fait affaire à un système de corruption bien élaboré à travers la rente publicitaire. Mais il nous a manqué souvent dans nos débats la faculté de rendre intelligibles des décisions économiques qui ont un impact politique très important, mais qui, étant très techniques et étant donné l'absence, ou j'ose utiliser le terme, la trahison de nos élites intellectuelles qui ont la capacité de comprendre cette complexité-là, de nous la rendre intelligible. D'ailleurs, le journal est né de la volonté de remplir ce vide-là, puisque le passé professionnel de ceux qui l'ont fondé est des financiers, des banquiers, etc. Donc l'irruption dans le débat national de l'ONA, de la SNI, à mon avis, est une étape majeure qui aura un impact très important, qui a commencé à avoir un impact très important et qui continuera à l'avoir. Et je vais très rapidement vous dire pourquoi je pense que ça va avoir un impact important. Lorsque les démocrates essaient de convaincre leurs concitoyens de la nécessité de la démocratisation des institutions du pays, souvent ils sont confrontés à un problème auquel, par ailleurs, sont confrontés tous les démocrates du monde. Je veux dire, ce n'est pas une spécificité marocaine, contrairement à ce que j'entends dire et ce que je lis souvent, qui est celle en d'autres termes, est-ce que cette belle, c'est ok, on est d'accord, la dignité c'est beau, c'est très bien, oui, je veux plus que le caïd m'embête, etc., etc., mais est-ce que ça va permettre de développer l'économie du pays? Est-ce que ça va créer des emplois pour nos enfants? Est-ce que ça va améliorer notre quotidien? Et ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas une spécificité marocaine. Hein. L'histoire de l'humanité, l'histoire des révolutions dans l'histoire de l'humanité sont des histoires qui commencent par l'économie en règle générale. Et c'est pour ça que Marx est revenu à la mode aujourd'hui, parce qu'il avait cette perspective-là. La Révolution française, la Révolution en Russie, enfin toutes les révolutions, même la Révolution iranienne qui apparaît aujourd'hui, qui a longtemps apparu comme étant une révolution
théologique, alors qu'elle ne l'était pas. Lorsque vous analysez cette révolution-là, vous vous rendez compte que l'aspect économique a joué un rôle déterminant. Ce n'était pas le seul rôle, mais c'était un rôle déterminant. Et donc, il est tout à fait normal d'avoir ce type de débat. Alors, il est difficile parfois d'expliquer en quoi, d'expliciter le processus par lequel une bonne gouvernance politique, des institutions indépendantes, une séparation des pouvoirs, etc., amène le développement économique. Et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un des sujets sur lesquels la science politique ne s'est toujours pas mise d'accord entre elles. C'est-à-dire que vous avez toujours aujourd'hui des gens qui ne sont pas des suppôts de dictateurs qui ne sont pas convaincus par le fait que la démocratie est le meilleur moyen pour aboutir au développement économique. D'ailleurs, d'un point de vue statistique, il n'est pas démontré que la démocratie est un meilleur moyen qu'un système autoritaire pour produire de la croissance économique. Ce qui a été déterminé statistiquement, le débat qui est clos, c'est que quand il y a développement économique, dans le cadre d'une démocratie, il est plus équitable. Les fruits sont mieux répartis. Ça, nous le savons. Donc la démocratie a un avantage par rapport aux autocraties, que lorsqu'il y a développement économique, ce développement économique est mieux réparti, ça donne des systèmes de santé qui sont plus équitables, ça donne des systèmes d'éducation qui sont plus efficaces, etc. Par contre, l'élément qui peut faire pencher la balance, et qui, à mon avis, trouve résonance auprès de n'importe qui, des Marocains et des Marocaines en premier, c'est lorsque vous leur dites, ceux qui vous dirigent, ils vous piquent de l'argent. Là, on est dans une autre dimension. D'ailleurs, la propagande du Mrzen est basée sur le roi entrepreneur-travailleur. Il n'arrête pas d'inaugurer des autoroutes et des ponts et des machins, etc. etc. Donc l'économie, regardez ce qu'il fait pour l'économie, etc. Avec cette espèce de slogan répété ad vomitum, laissez-le travailler, les autres ne foutent rien, lui il fait tout, etc. etc. qui est évidemment un slogan d'un simplisme absolu. Mais c'est cette notion que ce n'est peut-être pas une démocratie jeffersonienne ou à la Westminster, mais c'est un autoritarisme qui est bénéfique pour le peuple, puisque celui qui dirige cet autoritarisme-là a à cœur de développer le Maroc. Alors ce n'est peut-être pas parfait en termes de respect des droits de l'homme, ce n'est peut-être pas parfait en termes de liberté de la presse, de liberté d'expression, etc., etc., mais c'est quelqu'un qui travaille pour le bien du Maroc. Or, la réalité, c'est lorsque vous analysez, et là je ne veux pas rentrer dans ce qu'il y a dans le cœur des gens, parce qu'on parle un peu de ça, je ne veux même pas, je ne veux pas psychoanalyser le roi ou les gens qui entourent le roi, je ne sais pas s'ils veulent le bien du Maroc ou pas, moi je ne peux juger, ça je crois que c'était, je ne me rappelle plus le nom de ce cinéaste français qui a dit un jour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc quelqu'un peut vous aimer comme il veut, mais s'il ne vous le montre pas, ça ne sert à rien à la limite. Et donc je ne peux juger humainement que sur ce que je vois. Et sur ce que je vois, lorsque j'analyse l'histoire et l'évolution des affaires du roi, qui ont un poids déterminant dans l'économie marocaine, je ne suis pas enclin à penser que c'est une monarchie qui veut forcément le bien économique du pays ou le bien du pays. Et c'est ce dont je souhaite parler aujourd'hui. Je pense que pour comprendre l'évolution économico-politique du pays, il faut faire un peu d'histoire. Et commencer par un constat dont je m'étonne qu'il ne soit pas fait aujourd'hui à l'orée du printemps du Moyen-Orient. C'est le mot que j'ai choisi pour éviter le débat amazigh arabe, etc. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas. Printemps du Moyen-Orient, je trouvais que ça me permettait de sortir vivant d'une salle lorsque je fais une. D'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Donc, c'est que, vous savez, l'une des questions que. Lorsque vous prenez un cours de sciences politiques sur le Moyen-Orient, généralement, ces cours sont structurés autour d'une question. C'est pourquoi est-ce qu'il y a persistance de l'autoritarisme au Moyen-Orient. D'ailleurs, je vous invite à faire cet exercice. Sur Internet, allez sur le site de Freedom House, qui est donc cette fondation qui est basée à Washington, qui fait un classement annuel, entre guillemets, des libertés, mais c'est ce qui est utilisé par les politologues statistiquement pour mesurer, si vous voulez. C'est une mesure quantitative imparfaite, mais c'est une mesure quantitative du degré de démocratie
dans le monde, et ils mettent des couleurs sur les... Ils ont trois niveaux de démocratisation, de démocratie ou de respect des libertés, et chaque niveau a une couleur. Je crois que c'est vert, jaune et violet. Violet étant l'autoritaire total. En fait, en anglais, c'est free, partly free, not free. Libre, moitié, à peu près libre et pas libre du tout. Or, c'est très frappant lorsque vous voyez la carte du monde. La région du Moyen-Orient, c'est du violet, c'est que du violet, avec un petit peu de jaune. Ça va et ça vient d'ailleurs. Jordanie, Maroc, etc., le Liban. Mais c'est du violet. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que dans cette région du monde, il y a persistance de l'autoritarisme? Et la deuxième question qu'on se pose, c'est qu'on se dit, bon, l'une des explications de la persistance de cet autoritarisme, nous disait-on, c'était la guerre froide. C'était la confrontation entre ces deux sphères, donc communistes et occidentales capitalistes, qui a fait que les pays nouvellement indépendants, qui se trouvaient posséder des richesses minières, etc., se sont retrouvés au milieu de cette bagarre-là, avec une implication impérialiste en réalité, dans leurs affaires internes, qui ont fait que les meilleurs alliés de ces régimes-là étaient des régimes autoritaires et non pas des démocraties. C'est ce qui a permis à un certain nombre de régimes de se maintenir en place. Certains ont joué le jeu de l'Union soviétique, d'autres ont joué le jeu des États-Unis et de la France, dans notre région à nous, et ça leur a permis en réalité de gérer leur pays comme ils le voulaient, ne respectant pas les droits de l'homme, ne mettant pas en place des institutions politiques, mais du moment qu'ils étaient les alliés de l'un ou de l'autre, ils arrivaient à s'en sortir, ils avaient tout l'appui dont ils avaient besoin, que ce soit d'un point de vue politique ou financier. Si cette théorie est vraie, comment se fait-il qu'au lendemain de la chute du mur de Berlin, l'Europe de l'Est se soit démocratisée et le monde arabo-amazigho, kurdo, etc., ne s'est pas démocratisé? Donc peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. D'accord? Ça, c'était l'une des grandes questions qui se posaient. Or, lorsque vous relisez votre histoire récente, vous vous rendez compte que des choses se sont passées à la suite du mur de Berlin dans le monde arabe. Ce n'est pas vrai que rien ne s'est passé. Les élections les plus libres de l'histoire de la Jordanie étaient en 1989, avec d'ailleurs les frères musulmans qui ont obtenu, je crois, le tiers des sièges du Parlement. L'Algérie, aujourd'hui, on ne se rappelle que des presque 200 000 morts de la guerre civile algérienne, mais il y a eu des élections législatives et des élections communales libres en Algérie. Le Maroc, le débat sur l'alternance a commencé en 91-92. Finalement, ça a fini par se faire en 97, en fait 98 avec la nomination d'Abdelrahman Youssi, on fait en 98. Mais le débat sur l'alternance a commencé, d'ailleurs, sur l'initiative de Hassan II, au début des années 90. Ça peut paraître anecdotique, mais la fondation du CCDH, je pense que c'était en 1989. Ce n'est pas une coïncidence. Le débat, on parle beaucoup aujourd'hui de l'apport extraordinaire de la monarchie marocaine à la liberté et aux droits de la femme, avec donc le passage de la réforme de 2005. On oublie juste de rappeler qu'en 1992, il y a eu la signature d'une pétition par 1 million de Marocains demandant une réforme qui est beaucoup plus moderne que celle qu'on a fini par obtenir en 2005. Et lorsque vous lisez l'histoire du processus qui a mené à cette pétition, qui, entre guillemets, est l'exemple des féministes iraniens, aujourd'hui, les féministes iraniens se battent en Iran pour émuler ce qu'ont fait les Marocains en 92, pas ce qu'ils ont fait en 2005. Pour eux, l'exemplarité vient du mouvement de 92, pas de ce 91-92, pas de celui de 2005. Alors on parle. D'où est venu ce mouvement qui a amené cette pétition, où 1 million de Marocains, donc vraiment, on parle de beaucoup de personnes, eh bien, c'était la réalisation par les féministes marocains que le moment était propice, parce que les élites au pouvoir étaient dans un état de faiblesse du fait de la chute du mur de Berlin et du fait d'un vrai début de débat sur la Constitution. Là aussi, un autre mythe sur la Constitution. Relisez le Tihad Shiraki. Je ne parle même pas de le monde Tama, etc. Relisez le Tihad Shiraki de 91-92 et vous verrez les débats sur la Constitution. On n'a pas atteint ce niveau de débat, peut-être même avec cette réforme constitutionnelle. Et donc il y a eu l'utilisation de ce mouvement qu'on pensait être un début de mouvement de libéralisation politique par les féministes pour pousser, d'ailleurs, qui était pour la plupart ça a commencé d'ailleurs avec l'organisation féminine de l'OADP, qui a été jointe par celle du PPS, etc., et qui ont poussé vers cette réforme qui finalement n'a pas donné grand-chose, puisque Hassan II étant Hassan II,
même s'il a compris que c'était un mouvement qui avait une certaine popularité, qui avait une certaine base populaire.